Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale consacrée à la chaire d'économie sociale et solidaire de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Et pour tout connaître de cette chaire, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Houry et Alan Daugé, deux anciens étudiants du master d'économie sociale et solidaire. Bonjour. Bonjour. Le responsable de la chaire, qui par ailleurs est enseignant-chercheur en économie, Hervé de Falvar. Bonjour. Bonjour. Et deux partenaires de la chaire, Copanam et Casden, donc représentés par M. San Giorgio, pour Copanam, bonjour, et Casden, Banque Populaire, représenté par Philippe Miclot. Bonjour. Bonjour. Alors, puisqu'il va être question tout au long de cette émission d'économie sociale et solidaire, qu'on appelle aussi ESS, la première question, M. de Falvar, est-ce qu'on peut définir ce qu'est l'ESS, l'économie sociale et solidaire ? Alors oui, on peut la définir et peut-être pour la définir, commencer par rappeler que l'économie sociale et solidaire, l'ESS, est une histoire ancienne puisqu'elle remonte au début du XIXe siècle, au moment de l'émergence à la fois du capitalisme et du libéralisme, avec ce qui a été amené par ces deux nouvelles manières de développer l'économie, de fortes inégalités et une grande pauvreté ouvrière contre lesquelles les pionniers de l'économie sociale et solidaire ont combattu. Et on peut penser pour un fondateur au nom de Robert Owen en Angleterre, qui était à la fois l'inventeur des coopératives et du socialisme. Alors cette histoire... On ne va pas refaire, alors parce que c'est vrai que c'est important, c'est long, c'est dense, mais là, on ne va pas avoir le temps de refaire toute l'histoire de l'économie sociale et solidaire. Donc, juste si aujourd'hui, on devait définir ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. C'est important encore de marquer quand même un temps par rapport à cette histoire, puisque dès le départ, on voit deux dimensions qui vont marquer toute l'histoire de l'économie sociale et solidaire. D'une part, celle de la réparation par rapport aux dégâts du libéralisme, et d'autre part, celle de l'émancipation par rapport à une visée démocratique dans l'économie, à travers notamment les coopératives. Alors, cette histoire, elle a continué. Aujourd'hui, on l'appelle l'économie sociale et solidaire, et la définition usuelle, et qui est aussi d'ailleurs la définition statistique de cette économie sociale et solidaire, c'est de dire qu'elle rassemble les mutuelles, les coopératives, les associations employeurs et enfin les fondations. Donc ça, c'est la définition usuelle, statistique que l'on rencontre le plus souvent de l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas sans défaut. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on retrouve les deux dimensions que vous avez indiquées, à savoir la réparation et l'émancipation ? Tout à fait. Et on va tout de suite avoir cette division un peu statutaire de l'économie sociale et solidaire. La réparation sera souvent du côté des associations bien connues, les Restos du Cœur, notamment par exemple. Et puis du côté de l'émancipation, plutôt les coopératives, avec, puisque nous avons des représentants des coopératives sur le plateau, le Crédit Coopératif ou la Casden BP. Voilà. Est-ce que les uns et les autres partagent cette définition de l'économie sociale et solidaire ? Est-ce que vous aimeriez la compléter ? Monsieur Miclot, vous hochez la tête. Non, je partage totalement ce qu'Hervé de Falvar vient de porter comme éclairage et comme définition de l'économie sociale et solidaire. Mais une économie qui met l'homme au cœur du système économique et non pas le capitalisme et l'argent au cœur de ce dispositif. Monsieur San Giorgio. Bon, moi, je rajouterais simplement une dimension en disant qu'à travers les âges, à travers le temps, il y a eu soit une prépondérance du côté de la réparation, soit une prépondérance du côté de l'émancipation. Et c'est vrai que depuis, je dirais moi à mon sens, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on a beaucoup mis l'accent sur la réparation. Et je crois qu'on est quelques-uns à porter l'idée que maintenant, il faut aussi remettre en avant l'aspect émancipateur et en particulier la démocratie dans l'entreprise. Et alors, les jeunes générations, quelle image vous avez et quelle définition vous donnez de l'économie sociale et solidaire ? Moi, je serais assez d'accord pour parler de l'homme au cœur des problématiques. En tout cas, c'est ce qui me semble important dans cette approche-là et peut-être différenciante des autres types d'économies. Oui, l'homme, l'efficacité économique, ne pas placer l'efficacité économique, du moins pas que ça, en premier lieu. Et je dirais que c'est une économie qui a des sources anciennes et qui se modernise également. On voit de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à l'économie sociale et solidaire, à l'entrepreneuriat social. Voilà, donc une économie qui se renouvelle et qui prépare son futur.
Et peut-être pour compléter un tout petit peu cette définition, mais on reviendra en fin d'émission sur la place de l'économie sociale et solidaire. Il y a une loi qui a été votée en 2014. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots ? Alors, c'est d'autant plus important que cette loi de l'économie sociale et solidaire, dans son article 1, a proposé une définition dite inclusive de l'économie sociale et solidaire qui a justement dépassé ce qui peut être un défaut, le périmètre des statuts que j'ai évoqués tout à l'heure, en associant cette économie sociale et solidaire à un autre mode d'entreprendre, caractérisé par le fait que le profit ne soit pas le seul but, aussi une gouvernance démocratique ou participative et une lucrativité limitée. Et elle a ajouté dans un amendement en fin du marathon parlementaire de cette loi, un amendement qui a ajouté en plus dans cette définition de l'économie sociale et solidaire, un élément qui associe l'économie sociale et solidaire à un mode de développement économique dont les 2 caractéristiques principales sont celui de la solidarité et de la durabilité sur les territoires. Je le disais au préalable, dans le sommaire de cette émission, l'objectif de cette émission, c'est de présenter la chaire économie sociale et solidaire de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Quelles sont les formations qui sont proposées au sein de cette chaire ? Alors, nous avons 2 formations qui sont proposées au sein de cette chaire et qui ont d'ailleurs précédé la création de la chaire, qui ont été les piliers sur lesquels la chaire s'est développée. D'une part, une licence professionnelle, donc 3e année de licence, gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire, et puis un master, une mention de master, économie sociale et solidaire, avec notamment un parcours de ce master insertion et entrepreneuriat social et solidaire. Et puis également, dans la chaire d'économie sociale et solidaire, nous avons été, avec les partenaires de cette chaire, attentifs à proposer, au-delà de ces 2 formations dédiées à l'économie sociale et solidaire, une option de découverte de l'économie sociale et solidaire proposée aux étudiants de première année d'économie-gestion, qui sont donc au nombre de 300. Donc nous avons aussi un enseignement de découverte de l'économie sociale et solidaire au sein de cette chaire. Donc c'est ça qui est peut-être important et qu'il faut souligner, c'est qu'on n'est plus sur une formation spécifique réservée à quelques-uns, mais que le but c'est vraiment d'ouvrir l'enseignement de l'économie sociale et solidaire pour que des étudiants en économie aient au moins cette facette de l'économie. Tout à fait, et c'était vraiment dans la volonté des partenaires et de l'université au moment de la création de la chaire de mettre l'économie sociale et solidaire au cœur de l'université et de ne pas en faire au contraire une niche réservée à certains parcours et certains étudiants qui peuvent être nés dans l'économie sociale et solidaire, mais vraiment de l'ouvrir à tous les étudiants et aussi à tous les enseignements et les enseignantes de notre université. Donc Nathalie, vous êtes l'une des étudiantes, ancienne étudiante du master qui maintenant s'appelle Insertion et Entrepreneuriat social et solidaire. Qu'est-ce qui vous a amené à suivre ce master ? Moi, en fait, j'avais un parcours de 20 ans d'expérience donc, dans le secteur des ressources humaines, dans le secteur lucratif. J'en ai eu un petit peu assez de voir justement l'approche économique et financière prendre le dessus sur les problématiques humaines, alors que j'étais quand même justement en ressources humaines. Et donc, j'ai souhaité me réorienter pour pouvoir travailler sur des structures qui trouvent un plus juste équilibre justement entre l'approche sociale avec l'homme au cœur des problématiques et l'approche économique. C'est vrai que la formation était pour moi un moyen de réorienter, de trouver une approche différente pour les quelques années qui me restent et même encore beaucoup d'années à travailler. Est-ce que ça veut dire que dans votre ancien emploi, qui était donc dans le secteur économique classique, oui, ça n'avait plus de sens, votre travail n'avait plus de sens et plus de raison de s'épanouir au travail ? Il y avait quand même un peu de ça, oui. En tous les cas, il y avait un vrai décalage entre mes attentes, la vision que j'avais des ressources humaines telle que moi je souhaitais la pratiquer, en tous les cas, et ce qu'on me proposait. C'est vrai que j'étais plus amenée juste à, on va dire, à licencier juste pour des problématiques financières, sans même se poser la question de est-ce qu'on peut faire quelque chose avec les hommes, est-ce qu'on utilise au mieux les compétences de chacun à l'intérieur de la structure pour les faire grandir et faire grandir la structure, quoi. Donc en effet, oui, j'avais un manque de sens réel par rapport à ce que je faisais auparavant. Et alors, est-ce que votre formation a répondu à vos attentes ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez un sens à votre travail ?
Alors oui, moi la formation elle a largement répondu à mes attentes. C'est vrai que j'avais envie d'avoir une approche un peu théorique alliée en plus à une expérience sur le terrain. C'est l'intérêt de la formation, elle se fait dans le cadre d'une alternance. Et ça m'a permis en effet de changer complètement, de travailler aujourd'hui dans une association de lutte contre l'exclusion, où là forcément la problématique humaine elle est au cœur vraiment de notre travail au quotidien. Et pas que ce soit facile tous les jours, mais en tous les cas, on œuvre différemment et les problématiques financières sont là, mais on les traite différemment. Donc oui, ça a vraiment largement répondu à mes attentes aujourd'hui. Alan, vous êtes également un ancien étudiant de ce master, économie sociale et solidaire, et donc je rappelle qu'il maintenant s'appelle Insertion et entrepreneuriat social et solidaire. Vous, qu'est-ce qui vous avait amené à suivre cette formation ? J'avais eu un parcours associatif assez dense pendant ma licence. J'ai fait une licence administration économique et sociale, donc on nous apprend un peu l'économie, macroéconomie, microéconomie, on va dire classique. Et à côté de ça, donc j'ai monté, j'ai rejoint plusieurs associations étudiantes. Et puis de fil en aiguille, j'ai rejoint des réseaux d'associations, un réseau d'associations nationales par exemple, et j'ai vu des projets étudiants se développer comme des épiceries sociales et solidaires, voilà, uniquement portées par des étudiants dans les universités. Et puis en m'intéressant un peu à ce domaine, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui se faisaient, plein de gens, plein de bonnes volontés qui voulaient monter des projets où on met l'humain au cœur de ce projet, en plus de l'économie. Et donc je me suis dit à la fin de ma licence, pourquoi pas me lancer vers cette formation et pourquoi pas essayer de créer, en fait, d'avoir une carrière, d'évoluer dans une carrière où en même temps j'évolue pas que pour moi, mais j'évolue aussi en essayant d'aider les autres au mieux. Donc j'ai fait une première année de master et dans le cadre de ma deuxième année de master, j'ai choisi le master de Marne-la-Vallée. Et vous aussi, la formation a répondu à vos attentes ? Oui, complètement. Je cherchais vraiment un master en économie sociale et solidaire. Donc quand j'ai rencontré Monsieur de Falloir pour la première fois lors de l'entretien de passage obligatoire pour savoir si on va être pris, oui, j'ai tout de suite senti que le contenu et puis même la plaquette sur laquelle je m'étais renseigné avant allait correspondre à mes attentes. Donc oui, complètement. Effectivement. Alors, est-ce qu'il a un comportement social et solidaire quand il fait des entretiens pour les jurys ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Après, oui, ça s'est très bien passé. L'entretien a une forme classique, mais en même temps, on n'allait pas non plus... Je vois pas quelle autre forme on aurait pu lui donner. Mais oui, tout à fait, très agréable. Monsieur Miclot, vous êtes délégué général de Casden Banque Populaire. C'est l'un des partenaires de la chaire économie sociale et solidaire. En quelques mots, que fait Casden Banque Populaire ? Enfin, on devine à travers Banque Populaire, mais Casden. Elle fait de la banque. C'est ça, et populaire. Et populaire. C'est une banque c'est une coopérative donc qui s'inscrit pleinement dans l'économie sociale et solidaire. Une coopérative qui est née de personnel de l'éducation nationale, dont aujourd'hui, à ce jour en tout cas, la Casden est ouverte à l'ensemble des personnels de l'éducation nationale pour proposer ce qu'une banque peut proposer comme service, comme produit, mais avec des valeurs fortes, embarquées, véhiculées, en soutenant un certain nombre d'actions et aujourd'hui, en tout cas, intéressant un peu plus d'1 million de personnel de l'éducation nationale. Alors, quel genre d'action vous soutenez ? Alors, on a des actions fortes sur l'économie sociale et solidaire à travers des partenariats avec l'UPEM, par exemple, avec d'autres établissements, d'autres écoles. On a des engagements forts sur des actes autour de l'éducation avec l'éducation contre le racisme. On a aussi des partenariats importants sur l'éducation au développement durable. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est des préoccupations citoyennes qui intéressent le plus grand nombre. En tout cas, c'est ce que l'on croit et c'est ce que l'on espère. Et qu'est-ce que vous attendez d'un partenariat quand Casden Banque Populaire décide de rejoindre la chaire économie sociale et solidaire ? Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est pas d'attendre quelque chose de la chaire en particulier, c'est participer. C'est participer. D'abord, on a un partenariat de proximité géographique. On est installé juste à quelques centaines de mètres de l'université, mais en même temps, c'est un partenariat de cœur puisque les valeurs véhiculées par le monde de l'économie sociale et solidaire, on s'inscrit en plein dans les mêmes logiques. Donc c'est
de soutenir cette chaire, de soutenir les étudiants qui vont s'inscrire dans les parcours de master. Et ça donne du baume au cœur de voir qu'on ne voit pas cette économie comme une économie qui vient au secours d'un modèle qui a failli, mais au contraire qu'elle a un intérêt certain, et pour des jeunes en particulier au moment de leur choix de formation. Monsieur San Giorgio, vous êtes chargé de mission à Copanam. La même question, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de Copanam ? Oui, Copanam est une coopérative d'activité et d'emploi. C'est-à-dire on fait partie effectivement d'une expérimentation et d'un phénomène, d'un concept qui est né une quinzaine d'années, à l'époque où certains s'étaient dit on pousse effectivement les demandeurs d'emploi à créer leur propre emploi, à créer leur propre entreprise, mais on n'imagine pas les risques qu'on leur fait prendre en les incitant à s'y matriculer. Depuis, le modèle a fortement évolué. Donc en 2010, on a créé Copanam, c'est-à-dire un lieu dans lequel les porteurs de projets viennent seuls ou à plusieurs avec leur projet de développement économique, dans l'idée effectivement de se salarier dans une entreprise que l'on va appeler entreprise partagée. Et de leur rémunération, effectivement, elle sera issue effectivement de ce que leur activité est en mesure de leur donner, de leur fournir. Mais on a rajouté effectivement très rapidement, depuis la création, une dimension supplémentaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans une logique de coopération, c'est-à-dire de production ensemble, mais aussi dans une logique mutualiste. C'est-à-dire comment effectivement on est capable, indépendamment de la production et de la création de richesse, comment on est aussi capable d'imaginer qu'on peut la répartir autrement, en particulier en s'assurant réciproquement des risques économiques ou des risques de la vie, en imaginant des caisses de secours, des avances de trésorerie, etc. Ce qu'on ne peut pas forcément avoir quand on est entrepreneur individuel. Voilà. Et donc c'est dans ce sens effectivement que ce qui nous importe nous, c'est qu'on soit dans une logique coopérative et avec un statut coopératif, de façon à ce que les salariés, puisque tout le monde est salarié de cette entreprise-là, de façon à ce que les salariés gèrent en commun cet outil, ce qu'on appelle la maison commune, dans un objectif démocratique, et décident collectivement des orientations que l'on va prendre tous ensemble. Et donc c'est pour ça qu'on a en interne, par exemple, des comités communs d'engagement qui décident des avances de trésorerie, soit en caisse de secours, soit effectivement en aide au développement des activités. Et c'est donc effectivement l'ensemble des salariés, à travers les instances qui les représentent, qui décident effectivement de ces grandes orientations-là et de la politique générale que l'on a tous ensemble. Et aujourd'hui, alors Copanam représente combien, alors doit-on dire salariés, entrepreneurs ? Alors c'est plus compliqué que ça, on va parler en communauté copanamienne, c'est environ 700 personnes dans cette communauté-là, puisque tout le monde n'a pas une activité professionnelle à l'origine, puisqu'on accueille tout le monde, tous ceux qui ont un projet, et ce projet n'a pas forcément pour tout le monde complètement démarré. Donc on a des gens qui n'ont pas encore de contrat de travail, et des personnes qui n'ont pas encore de contrat de travail. Donc communauté 700 personnes, titulaires d'un contrat de travail environ 450, ça fait 200 équivalents temps plein quasiment, 200 associés. Voilà, c'est un peu ça la taille de Copanam. Et pourquoi Copanam est partenaire de la chaire Économie sociale et solidaire ? Eh bien, ça rejoint un peu ce que j'avais dit tout à l'heure en introduction, à savoir qu'il nous semble important pour nous que l'économie sociale revendique la volonté émancipatrice et que ça ne se voit pas assez. On a constaté, nous, depuis un certain nombre d'années, effectivement, qu'on était plutôt dans une logique de réparation et pas tant dans une logique de réappropriation de l'économie par le citoyen. Et qu'il fallait pour ça donner une certaine visibilité. Et c'est donc en ce sens qu'on a développé en interne des projets qu'on a appelés nous le projet jeune, par exemple, comment on intéresse effectivement les jeunes à travers la sensibilisation à l'entreprendre autrement. Et donc à ce titre, quand Hervé nous a contactés au moment de la création de la chaire, en tout cas un an après la création de la chaire, et à l'époque j'étais aussi co-directeur général de Copanam, quand il nous a sollicité pour participer à la chaire, on s'est dit bah oui, c'est ça qu'il faut faire, il faut effectivement aller au cœur du système de l'enseignement. On faisait déjà de la sensibilisation dans les lycées et les collèges en accueillant de jeunes stagiaires, et on s'est dit bah, c'est aussi l'occasion d'être au cœur de l'université parce que c'est là que se forment effectivement les futurs opérationnels de l'entreprise à venir. On a vu l'aspect formation, maintenant on va voir l'aspect débouché. J'ai dit que vous étiez ancienne étudiante du Master Économie sociale et solidaire. Vous l'avez dit en 2 mots, vous travaillez pour une association d'insertion. Vous faites quoi et pour qui ?
Donc actuellement, je travaille pour une association qui est sur Paris, dans le 13e arrondissement, qui s'appelle l'Ami de Pain. Et je travaille à l'actualisation de leur projet associatif. En fait, c'est la mission que j'avais l'an dernier dans le cadre de ma formation, d'actualiser ce projet et de d'écrire, définir les perspectives pour les 10 ans à venir. Aujourd'hui, je poursuis ma mission avec le déploiement de ce projet pour l'ensemble des 6 structures que représente l'Ami de Pain. Et donc avec la définition d'un projet aussi pour chacune des structures et une communication pour l'ensemble des salariés, bénévoles, enfin l'ensemble des acteurs de l'association. Et vous, Alan, vous faites quoi ? Eh bien, je travaille au Crédit Coopératif, où j'ai été recruté à la suite de mon alternance du master, où je suis chargé de clientèle personne morale. Donc, je m'occupe d'un portefeuille de clients qui sont également des sociétaires, parce que le Crédit Coopératif est une banque coopérative. Et donc uniquement des personnes morales qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Donc on voit à travers vos 2 exemples que l'alternance est un bon moyen pour s'insérer professionnellement. Se former, c'est bien, et justement trouver un travail, c'est mieux. Alors Monsieur de Falvar, quels sont les résultats en termes d'insertion, entre guillemets, de votre formation ? Alors pour vous répondre de manière précise, je vais d'abord mobiliser une enquête faite l'année dernière par l'Observatoire de l'insertion professionnelle des étudiants au sein de l'université, l'OFIP, qui a fait une étude sur les sortants de la licence professionnelle, dont j'ai parlé tout à l'heure, de gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire, de la promotion 2012. 2 ans après leur sortie, que sont-ils devenus ? Et nous avons eu le plaisir de découvrir que du point de vue de leur insertion, cela avait bien marché, puisque le taux de chômage était de 3,8%, alors qu'en moyenne, pour les licences professionnelles, 2 ans après, c'est 9%. Donc nous étions très satisfaits de ce résultat. Et pour le master économie sociale et solidaire, dont on a aussi parlé, là, c'est des chiffres tout frais, puisque ce sont les sortants de la promotion qui s'est terminée en septembre 2015, et où nous avons sur 24 étudiants sortants, donc 2 étudiants qui n'ont pas été diplômés, car aussi dans l'économie sociale et solidaire, eh bien, il y a parfois des échecs, et nous sommes les premiers en regret de ces échecs, mais effectivement, ils sont là. Donc sur les 22 diplômés, 13 avant la fin de la formation, lors des soutenances, étaient déjà en emploi. Donc là aussi, nous avons un résultat tout à fait satisfaisant. Et pour les autres, on a 3 qui étaient en mobilité géographique, puisque nos étudiants aussi parfois souhaitent se déplacer à la sortie de leur diplôme. Et puis 2 en création d'activités. Donc finalement, il y avait 4 étudiants qui étaient véritablement en recherche d'emploi à la sortie de la formation, ce qui est un résultat tout à fait aussi satisfaisant, et il n'y a pas de miracle en la matière. Comme vous l'avez dit, nos formations sont très professionnalisantes, elles ont un calendrier d'alternance, et donc les contenus de nos formations sont très liés aux débouchés professionnels. Il n'y a pas de gap entre les deux, ce qui permet aux étudiants de sauter le pas de manière beaucoup plus sécurisée. Et en quelques mots, mais très rapidement, est-ce que le secteur de l'économie sociale et solidaire est un secteur qui recrute actuellement ? Le secteur de l'économie sociale et solidaire, depuis 15 ans, a beaucoup recruté. Avec la crise, comme les autres secteurs, il a pu connaître aussi une baisse de ces recrutements. Mais dans nos formations, et d'ailleurs pour les étudiants sortants, j'ai pu faire passer plusieurs offres d'emploi, ont toujours de nombreuses offres d'emploi qui leur sont proposées, en tout cas en Île-de-France. Je vous propose une première pause dans nos échanges en regardant maintenant un extrait d'un film qui s'intitule « Osons l'égalité » qui a été réalisé par les étudiants du Master Insertion et Entrepreneuriat Social et Solidaire dans le cadre d'un festival de vidéos solidaires Nul n'est inemployable. Et donc les co-réalisateurs, les étudiants du Master sont Marie Brasseur, Madiké Dieng, Audrey Le Fur, Cécile Robet et Nathalie Houry. On regarde l'extrait, on en parle tout de suite après. Superman. Je serai Superman et je pourrais voler dans les airs, sauver le monde. Je m'appelle Boris, je vais avoir 39 ans au mois de mai. Si je fais cette école d'artiste, on va dire, eh ben, c'est pour devenir marionnettiste professionnel de jardin. Tu dis la phrase, puis tu reprends une autre position, tu te stabilises, tu dis la phrase. Ok. D'un cheveu arraché à ses boucles dorées, elle a lié mes mains prisonnières de guerre.
Et je riais, pensant qu'un jeu cela serait de vouloir secouer cette trop aimable chaîne. C'est ça qui est très important, c'est de respirer, c'est de regarder, c'est d'écouter, c'est de toucher. Mais au jeu de l'amour, elle gagna bientôt un peu plus de rondeur dans les hanches. Puisque pour notre France, il nous faut des marmots, lui dit-il. Alors, c'est pas le moment que tu flanches. Je suis convaincu qu'il y a deux façons d'enseigner. Soit on est dans le mimétisme, c'est-à-dire qu'on forme des singes savants, ce qui est le cas pour beaucoup de propositions culturelles avec les publics fragiles. Soit on est vers la prise de conscience de ce qui fait la différence et on conduit l'autre vers l'autonomie. Je pousse mes élèves à s'emparer des choses, à comprendre comment ça fonctionne, je les emmène vers la culture, je les pousse à la réflexion, au débat, je les pousse à savoir dire non, à oser dire non, et avant de dire non aux autres, d'abord de se dire non, alors complaisance et facilité, et je crois qu'il n'est pas question de se dire j'enseigne avec des publics fragiles, mais la question à se poser, en tout cas celle que je pose dans chacune des conférences qui me sont proposées, c'est d'abord qu'est-ce que ça veut dire enseigner ? Rappelons qu'Osons l'égalité a été primé par le jury au festival de vidéos solidaires Nul n'est inemployable. Alors Nathalie, avec d'autres étudiants, vous êtes co-réalisatrice de ce film. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans quel contexte il a été réalisé ? Alors c'est un film qui a été réalisé dans le cadre d'un projet tutoré, donc qui se fait tout au long de l'année dans le cadre de la formation. On se retrouve par groupe de 4, 5 et le groupe dans lequel je travaillais avait choisi de travailler autour de l'impact des pratiques artistiques sur l'insertion des personnes en situation de handicap. C'est dans ce cadre-là qu'on a contacté le CRTH et on a été, on va dire, interpellés par leur façon de vivre l'enseignement autour de l'égalité et de l'exigence de façon à ce que tout le monde puisse se dépasser. Voilà. Mais c'est un projet qui est encadré par une réalisatrice tout au long de l'année et sur lequel on va tout faire de A à Z dans le cadre de notre formation. Monsieur de Falvar, pourquoi vous avez choisi la vidéo comme projet tutoré ? C'est un peu surprenant. On est un peu loin de l'économie. Effectivement, et c'est tout à fait volontaire par rapport à un master qui a une dimension de management, de gestion de l'économie, pour faire passer cette spécificité de l'économie sociale et solidaire dans la mesure où ces vidéos ont pour objectif, puisqu'elles s'appellent vidéos solidaires, d'être réalisées par des étudiants accompagnés par une réalisatrice avec toute une équipe au sein de l'université du campus numérique, de montrer à travers ces vidéos un travail collectif, à la fois avec l'ensemble des personnes en insertion, les permanents dans ces structures de l'insertion ou du handicap, avec la volonté de montrer que ce travail qui se déroule dans ces structures avec ces personnes est un travail avec une forte dimension ajoutée humaine, démocratique. Donc il y avait vraiment la volonté de valoriser tout un secteur qui est parfois stigmatisé et à travers l'image qui vaut toutes les démonstrations par rapport à cette valeur humaine ajoutée qui s'y déploie. Donc il y avait vraiment cette volonté à la fois d'avoir un outil pédagogique pour nos étudiants, de les amener à une participation collective avec les structures et à travers cette participation collective avec une structure, en restituer la dimension humaine et démocratique. Et votre volonté a même été au-delà puisque vous avez lancé un festival de vidéos solidaires, Nul n'est inemployable, là aussi pour quelles raisons ? Alors, à la fois, c'est une manière de valoriser à l'extérieur de l'université ce travail pédagogique qui est fait avec tous les étudiants et leur encadrement, d'une part. Et puis, d'autre part, il y avait aussi comme objectif de permettre à notre secteur professionnel, qui est celui de l'insertion, de l'entrepreneuriat solidaire, d'avoir une plus grande reconnaissance à travers la production d'un festival avec l'image. Monsieur Miclot, vous êtes toujours délégué général de CASDEN, qui est toujours partenaire de la chaire économie sociale et solidaire, et donc vous êtes partenaire de ce concours. Vous avez participé à la sélection des vidéos. Quel est un petit peu votre retour par rapport à tout ce que vous avez pu voir ?
Alors, effectivement, Kasden est partenaire du jury, a participé au jury pour choisir le film, la vidéo qui allait être récompensée. Et je pense que c'était un exercice assez compliqué puisque l'ensemble des productions et les efforts faits par les uns et les autres pour rendre un travail abouti, fini, sur un sujet pas évident à traiter avec l'intermédiation du film et de l'outil vidéo. Mais l'ensemble des productions était vraiment de qualité. Et alors un deuxième prix a été attribué puisqu'il y avait le jury, mais il y avait le public qui était là également. On en parlera plus tard. Mais on verra un extrait du film qui a été primé, qui est l'égalité par les livres. Voilà, mais c'était un exercice intéressant, mais difficile puisque le jury était composé de façon très diversifiée avec des gens qui nous permettaient aussi d'avoir un regard critique sur la dimension production cinématographique également. Un bel exercice. Ce concours est alimenté par des vidéos faites par les étudiants dans le cadre du master. Aujourd'hui, l'année dernière, il me semble, vous avez ouvert un petit peu le concours. Quels sont les projets concernant ce concours pour les années à venir? Est-ce que c'est de lui donner une dimension encore plus importante et peut-être en faire un festival de référence? Alors, ce festival est ouvert pratiquement depuis le début à des vidéos extérieures à celles réalisées par les étudiants. Et effectivement, nous avons eu certaines difficultés à obtenir des vidéos pour ce concours. Et dans la mesure où nous ne voulons pas de vidéos institutionnelles, mais plutôt des vidéos participatives qui permettent d'avoir une restitution dans ces structures solidaires de l'ensemble des personnes qui y œuvrent, et pas seulement d'une partie de manière un peu institutionnelle, à travers les témoignages de la direction. Et notre projet pour cette année, afin de nourrir davantage encore ce festival par des vidéos extérieures, est de développer un partenariat avec les centres d'animation sociale où des vidéos pourraient être réalisées à l'intérieur de ces centres d'animation sociale avec les jeunes qui fréquentent ces centres d'animation sociale et un encadrement qui pourrait donc alimenter notre festival à travers ce partenariat. On peut peut-être en profiter pour lancer un appel. Si on veut participer à la prochaine édition du concours, on a jusqu'à quelle date pour vous soumettre sa vidéo? Alors, le festival n'est pas encore ouvert, sa date, donc c'est à partir de janvier et la clôture, c'est mi-juin. D'accord. Autre projet de la chaire économie sociale et solidaire, c'est COP-Apprendre, qui est mené entre autres par Alan. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter COP-Apprendre? Oui, alors elle n'est pas menée que par moi, on est plusieurs. Entre autres, c'est pour ça que j'ai précisé entre autres. On est plusieurs sur le projet. Donc en fait, dans le cadre du master, il y a donc les vidéos dans le cadre du projet tutoré. Et il y a un projet qui est peut-être un peu plus expérimental, du moins pour l'instant, qui est de monter une entreprise sous forme coopérative. En fait, c'est un projet pédagogique qui se repose sur une activité économique du retraitement des déchets papier de l'université. Donc voilà, donc quand on est arrivé, et d'ailleurs, M. De Falloir m'en avait parlé dès le premier entretien d'admission master. Voilà, l'idée c'était de monter une entreprise donc sous forme coopérative au sein de l'université. C'est un projet unique et très formateur puisqu'il fallait, il faut monter le modèle économique, il faut travailler avec les partenaires. On a rencontré beaucoup de monde. C'est un vrai défi parce que le projet tutoré, on n'a pas non plus tout le temps qu'on souhaite pour travailler dessus. Donc c'est vraiment c'est un projet très formateur et très intéressant et sur lequel je suis encore un peu engagé aujourd'hui avec le reste, une partie de mon groupe du projet tutoré. Voilà. Et vous en êtes tous, en est où? Parce que vous parlez de projets d'entreprise sous forme coopérative. Alors, la coopérative n'est pas encore montée statutairement. On a décidé, pour des raisons ce serait très long à expliquer, mais pour diverses raisons, de monter une association de préfiguration. Donc là, l'association est créée, elle va permettre de pouvoir recevoir notamment des financements de divers partenaires. Et là, on est au stade de l'audit de gisement. Donc, on fait un audit sur le gisement de papier au sein de l'université pour savoir quelle quantité on va récupérer, quel type de papier, quelles caractéristiques. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire à la sortie d'ébène. Coopérative, donc forcément, je me tourne vers Copanam. Donc, comment Copanam accompagne ce projet? Comment vous intervenez? En fait, on est un peu à l'origine du projet COP-Apprendre au sein de la chaire. C'est justement notre contribution, je dirais, à la participation à la chaire.
Alors c'est fait effectivement en lien avec Hervé de Falvar, bien évidemment, mais on a imaginé effectivement ensemble que pour donner de la visibilité aux coopératives en général, et je parle bien spécifiquement des coopératives, parce qu'en général quand on parle d'économie sociale et solidaire, tout le monde a plutôt en tête le modèle associatif. On oublie un peu quand même qu'il y a des coopératives. Et donc on s'est rendu compte effectivement qu'on parlait très peu de coopératives, très peu de coopératives de production en plus, que ce soit des SCOP ou autres, et dans le monde universitaire encore plus, ce qui était un peu le paradoxe. Et donc on a imaginé qu'il fallait quand même que sur le territoire du campus Descartes, qu'il y ait effectivement une vraie coopérative qui existe de façon à ce que les étudiants puissent en voir une réellement, c'est-à-dire moi, pendant mes études, j'en ai vu une fonctionner réellement et une effectivement dans laquelle on était aussi partie prenante, puisqu'on part du principe qu'une coopérative pour nous est un objet collectif, je dirais presque un objet politique ou sociopolitique, et que donc il est important effectivement qu'on puisse en voir fonctionner. Et donc c'est un peu ça la contribution de Copanam. Et notre rapport à nous, il est paradoxal, puisqu'en fait on n'intervient pratiquement pas. C'est-à-dire qu'on est plutôt garant d'un processus, d'une méthodologie, et on sert un peu, je dirais presque, de garde-fou et un peu comme un phare qui donne un cap, une ligne directrice à suivre. Mais ce sont essentiellement les étudiants qui travaillent. Et je crois que c'est important de le souligner, que ce sont bien eux, sur quelques jours qu'ils peuvent consacrer pendant l'année, qui font évoluer ce projet. Et donc, si on est centré sur l'aspect retraitement du papier, c'est parce que le groupe précédent en particulier, parce que ça existe depuis 2 ans maintenant, enfin ce projet sous forme de coopérative a créé, le groupe précédent effectivement a sélectionné parmi toutes les possibles d'activités économiques le retraitement du papier au sein de l'université. Voilà. Donc la contribution de Copanam, c'est de continuer effectivement à accompagner ce groupe en étant, je dirais, une espèce de garantie professionnelle que ça va quand même bien se passer au bout du compte, quoi qu'il arrive. Je veux dire, quel que soit le temps que puissent consacrer les étudiants, qu'il y ait une continuité dans le temps et que l'on puisse le transmettre de groupe en groupe. Et si on se projette un petit peu dans le temps, est-ce que ça veut dire que petit à petit on créera des coopératives à l'issue de la formation du Master Économie sociale et solidaire? Et est-ce que ces coopératives pourront être des entreprises qui accueilleront les futurs étudiants formés sur le campus? Alors, la vocation de la coopérative en herbe Copaprendre n'est pas tout à fait celle-là, puisqu'elle s'adresse vraiment à l'ensemble des étudiants du campus, pas seulement, même si aujourd'hui ce sont les étudiants du master qui, à travers des groupes projets, travaillent à la création, mais l'idée est bien que cette coopérative, lorsque son activité, qui sera une activité verte, d'abord sur la question du papier et de sa collecte et de sa revalorisation, sera mise en place, l'idée est bien que cette coopérative s'adresse à tous les étudiants avec une vocation qu'a rappelé Alan, pédagogique, donc d'abord de sensibilisation de tous les étudiants à l'univers coopératif, que c'est un univers possible, efficace et aussi qui a des valeurs démocratiques et humaines. Et puis, non seulement, et ça je rejoins votre question, non seulement de sensibilisation, mais aussi d'incubation éventuellement de projets portés par les étudiants sous forme coopérative. Donc la possibilité sera offerte et ouverte aux étudiants et nous espérons que des étudiants prendront cette opportunité et la rendront concrète, puisque je vous ai dit tout à l'heure que la chaire d'économie sociale et solidaire voulait placer au cœur de l'université l'économie sociale et solidaire, et de manière concrète, le projet Copaprendre contribue à cette place centrale de l'économie sociale et solidaire au sein de l'université en ayant une coopérative en activité. Dans cette activité économique, encore une fois, et le support de projets pédagogiques, de sensibilisation et d'incubation de projets. Je vous propose une deuxième pause dans cette émission, on en a parlé tout à l'heure, c'est le deuxième film qui s'appelle L'égalité par le livre, qui a été réalisé par Aurore Dupont-Sagorin, qui a eu le prix public du Festival de vidéos solidaires Nul n'est employable. On regarde. C'est pour ça que là, ici, c'est quand même, en entreprise adaptée, c'est quand même mieux. On est plus à l'aise, on va à notre rythme et il prend en considération le handicap et s'adapte aussi. Et c'est ça qui est bien. Moi, je dis que dans la vie actuelle, c'est très bien d'avoir une entreprise qui vous dit que vous êtes capable de quelque chose encore, quel que soit l'âge, quel que soit votre handicap. On a l'impression de valoir quelque chose, d'avoir une valeur qu'on n'a pas ailleurs. J'ai trouvé ma place. On m'a fait confiance et ça n'a pas de prix. De se retrouver un peu valorisé, ça, je vous dis, c'est épanouissant, tout simplement.
L'entreprise adaptée, c'est une entreprise qui est adaptée aux personnes salariées reconnues handicapées. Donc effectivement, nous avons un quota de 80% à respecter dans l'unité de production. Donc aujourd'hui, nous dépassons les 80%, nous sommes à environ 90%. Donc de salariés qui sont reconnus handicapés psychiques ou physiques. On compte environ 700 entreprises adaptées en France. Donc pour nous, c'est une grande fierté. Surtout que nous sommes la seule librairie en tant qu'entreprise adaptée en France. On est en entreprise, on était tous égaux, on va dire, et il fallait travailler, quoi. Que là, on fait plus attention aux personnes, à leurs petits bobos, enfin des choses comme ça. Il y a des jours, c'est plus compliqué, quoi. Tout dépend du moral, de la forme des gens, on va dire, pour arriver à négocier, à essayer que tout le monde aille bien, remettre une autre personne à ce poste-là, pour ce moment-là au moins, quoi. Mais en règle générale, ça se passe bien. Il y a de l'entraide, ça c'est le plus important ici. En tant qu'entreprise adaptée, si vous voulez, on est une entreprise comme les autres, pas tout à fait comme les autres. Donc on vit avec cette altérité, qui est propre à l'homme d'ailleurs. Et en mettant l'humain au cœur de l'entreprise, on arrive effectivement à transcender les difficultés qu'on peut côtoyer à son travail ou dans sa vie personnelle, etc. Donc on vit un moment de partage intense, on donne du sens, on développe l'activité et en même temps on vit dans un... alors je ne veux pas faire de l'angélisme, mais on vit vraiment une aventure qui est plus qu'humaine. Donc vous l'aurez corrigé par vous-même, le nom du festival de vidéos solidaires, c'est Nul n'est inemployable. Monsieur de Falvar, quels sont les enjeux qui se présentent à l'enseignement de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui ? Pour nos formations, il y a deux enjeux principaux. Le premier enjeu, c'est un enjeu de professionnalisation par rapport aux structures de l'économie sociale et solidaire et en particulier aux associations qui ont un fort besoin de professionnalisation. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de transformation sociale car en effet, notre professionnalisation s'adresse à un secteur qui porte des alternatives en termes de démocratie économique et ceci nous paraît important de pouvoir développer des formations qui portent cette dimension de transformation sociale. Alors les autres, vous n'êtes pas des enseignants, mais vous êtes tous dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, ou peut-être par ailleurs vous intervenez comme enseignant, pardon, je ne connaissais pas cet aspect de votre vie professionnelle, mais au contact donc des acteurs de l'économie sociale et solidaire et au contact du grand public, à votre avis, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sensibiliser, pour former les jeunes générations à l'économie sociale et solidaire ? Je pense que les initiatives telles que l'initiative de l'Université de Marne-la-Vallée est une initiative fort intéressante. On perçoit à travers un thermomètre qui n'existe pas réellement, mais une attirance, une envie, une appétence forte de plus en plus de citoyens à un modèle un peu alternatif. Donc à nous, entreprises, de répondre sur le périmètre de la banque en particulier, à apporter cette réponse différente sur un plan économique. Et on s'aperçoit par ailleurs que du coup, beaucoup de jeunes sont intéressés aussi pour approcher ces entreprises qui pratiquent l'entreprise différemment. Alors Casden recense cet engouement pour l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'à Copanam, vous croulez sous les candidatures et vous ressentez aussi un intérêt important en matière d'économie sociale J'ai pas dit crouler sous les candidatures. Non, j'ai pas dit que vous aviez dit ça, mais je demande à Copanam, est-ce qu'ils ressentent aussi cet engouement et est-ce qu'ils croulent sous les candidatures de personnes qui voudraient monter leur coopérative et se faire accompagner par Copanam ? Je dirais crouler, pas. Non, on ne croule pas. Mais je suis naïf. Il y a quand même effectivement beaucoup de demandes. Je crois qu'on pourrait être encore beaucoup plus gros et plus important qu'on ne l'est. Et effectivement, on a fortement ralenti notre croissance pour éviter d'être débordé. Non, il y a bien un engouement général et je crois qu'il tient à deux choses. Et je pense, il tient à deux choses. Il tient principalement au fait qu'il y a eu une crise en 2008. Et je crois qu'on en est parfaitement conscient et s'en rend de plus en plus compte maintenant. Et ça a donné surtout l'envie à un
certain nombre de jeunes et de moins jeunes de redonner effectivement du sens à ce qu'ils font. Et du coup, ça rebondit avec l'idée de transformation sociale, mais moi je mettrais plutôt un terme simple aussi de citoyenneté économique, c'est-à-dire de réappropriation de l'économie, et pas uniquement de démocratie, comme disait tout à l'heure Hervé, mais de citoyenneté économique, de réappropriation par le citoyen de l'économie en tant que telle, pour lui redonner du sens. Ça ne sert à rien effectivement de produire pour produire. Comme on dit fréquemment, on peut toujours casser des cailloux sur le bord de la route, ça fait toujours de la production, mais ça ne sert strictement à rien. Donc il faut effectivement savoir pourquoi on produit et ce que l'on fait effectivement de cette production. Et on s'engage effectivement très fortement aussi dans le développement durable, c'est-à-dire travailler pour les générations futures. Je crois que c'est ça qui redonne effectivement un regain pour l'économie sociale et solidaire, en se disant que c'est en ayant un contrôle effectivement par le citoyen, par l'acteur, par le salarié, par le producteur, par le consommateur, je pourrais encore parler des heures comme ça, que l'on arrivera effectivement à redonner du sens à l'économie sociale et à l'économie solidaire aussi. Nathalie, vous étiez dans le secteur classique, économie classique. Vous avez basculé dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Quand vous l'avez annoncé à votre entourage ou même au sein de votre entreprise, comment ça a été perçu ? Moi, j'ai eu le sentiment d'être un peu un ovni, de pas du tout être à ma place. Et de toute façon, le sentiment que j'avais déjà depuis le départ. Je pense qu'on passe un peu pour des utopistes aussi, avec cette vision des choses. Moi, j'ai pas eu le sentiment que tout le monde me suivait. Mais après, tout le monde aujourd'hui est content de voir qu'il y a cette possibilité, qu'en plus ça peut marcher. Donc à nous de prouver que ça peut marcher. Mais j'ai pas le sentiment non plus que tout le monde soit complètement prêt au virage et se disent que c'est possible et qu'on peut en vivre, qu'on peut avoir cette approche différente. Il y a encore du travail à faire. Et Alan, vous aviez une expérience en tant qu'étudiant dans le milieu associatif. Vous vouliez faire et vous avez fait une formation dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que, par exemple, votre entourage ou vos parents ont été un peu inquiets ? Bon, maintenant, je pense qu'ils sont rassurés puisque vous travaillez dans une banque. Mais est-ce qu'à l'époque, comment ça a été perçu ? Non, ils n'ont pas été inquiets. Le problème que j'ai rencontré majoritairement, c'était c'est un peu un monde de bisounours. Enfin, ouais, tu vas récupérer des dons et tu vas les redonner à des gens. Et là, il y a un gros travail de pédagogie, justement. Et c'est pour ça que des actions comme celle de la chaire sont importantes, de faire comprendre aux gens que c'est pas que ça, c'est pas que juste récupérer la générosité des gens pour la redonner à autre chose. C'est aussi qu'il y a des vrais modèles économiques, des choses solides, de l'emploi, et qu'on peut faire ça autrement. On revient sur la partie émancipation et pas que réparation. Voilà, je pense qu'il y a aussi un gros travail, même si autour de moi, je sens que les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'économie sociale et solidaire et à ses différents versants. Récemment, j'ai un ami qui m'a présenté un projet d'entreprise. Il m'a dit je veux faire ça. Et je lui ai dit mais t'es en plein dans l'économie sociale et solidaire. Il me fait bon. Je dis oui. Et du coup, je l'ai ramené. Il le savait pas. Voilà, donc il y a encore un travail à faire en termes de communication. La conjoncture fait que je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se disent c'est quand même pas bien ce qui se passe. Je veux créer quelque chose d'un peu différent. Et donc oui, moi je ressens en tout cas un engouement réel. Et pour montrer que les bisounours sont importants et sont nombreux, Monsieur de Falvar ou quelqu'un d'autre, est-ce qu'on pourrait nous indiquer quelle est la place de l'économie sociale et solidaire au sein de l'économie tout court ? Alors, d'un point de vue statistique, comme on le sait, c'est 10% des emplois, ça donne sa place, 7% du PIB, avec des secteurs qui sont surreprésentés, comme ceux de l'action sociale, mais aussi en contraste de la banque et assurance. Je pense qu'aujourd'hui, prendre le pouls de l'économie sociale et solidaire, c'est moins ces statistiques qui nous permettent que le développement économique sur les territoires. Car la loi, je l'ai rappelé, a orienté la définition de l'économie sociale et solidaire du côté du développement économique. Et ce développement économique, son lieu pour l'économie sociale et solidaire, c'est les territoires, à travers les circuits courts, à travers l'épargne solidaire, à travers l'habitat participatif, à travers les monnaies locales, à travers tout le secteur du réemploi et la réutilisation des déchets. C'est là que l'économie aujourd'hui sociale et solidaire prend toute sa place. On est dans la COP 21 et l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment l'économie de la transition écologique et sociale pour demain. Et c'est là où l'avenir, avec des emplois, comme l'a rappelé Alan, des emplois notamment non délocalisables. Et vraiment pour terminer, mais en quelques mots, parce qu'on a été très long, puisqu'on l'a dit, l'important pour l'économie sociale et solidaire, c'est la sensibilisation du grand public, c'est la communication. En 2 mots, voire 3, mais pas plus, quel est le message que vous pourriez transmettre à notre public pour les sensibiliser et peut-être développer leur engagement en faveur de l'économie sociale et solidaire ?
crois qu'il n'y a pas meilleure sensibilisation que d'aller découvrir les acteurs sur leur territoire, dans leur quartier, qui sont engagés dans des actions d'économie sociale et solidaire qui sont très variées. Ils pourront trouver là des acteurs qui leur présenteront ce qu'ils font, peut-être qu'ils leur feront des découvertes, et ensuite, surtout si ce sont des jeunes, du collège jusqu'à l'université, eh bien qu'ils osent demander, mais pourquoi on n'entend jamais parler d'économie sociale et solidaire alors que c'est une grande partie de nos réalités en bas de chez nous, dans nos quartiers, en milieu rural. Nathalie, en moins de 3 mots. Je ne vais rien rajouter, ça va aller, vraiment. Non, vraiment après, oui. Après, vous êtes un exemple. Voilà, c'était le secteur de l'économie classique. Vous n'étiez pas épanoui. Vous êtes dans le secteur de l'économie sociale et vous l'êtes. Je ma place, voilà. Messieurs, Monsieur San Giorgio. Alors moi, je dirais que l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas une économie de substitution, c'est vraiment une économie réellement alternative, et en espérant que ce modèle-là va réellement se diffuser. Je crois qu'on en a les moyens, et si on se penche aussi sur le fait que l'économie sociale englobe les coopératives, et les coopératives sont des structures de production, alors on s'aperçoit effectivement que le champ de l'économie sociale et solidaire peut être très vaste. Monsieur Miclot. Rebondir sur ce qui a été dit précédemment, il y a un mot qui m'a beaucoup plu dans ce qui a été dit, c'est l'utopie. En fait, c'est pas le monde des bisounours, mais c'est quelque part l'utopie de quelques-uns qui arrivent à, dans un modèle différent, développer une activité économique. Alors, c'est le cas pour Casdin en particulier, et que peut-être les législateurs aillent plus loin que la loi qui existe aujourd'hui pour faire toute sa place à ce monde de l'économie sociale et solidaire, et ne nous traite pas tout le temps comme le monde économique classique. Et Alan ? Je dirais juste que c'est une possibilité aussi pour les jeunes ou moins jeunes de construire sa propre carrière tout en aidant les personnes autour de nous. Donc tous les intérêts en fait. Merci à tous. Alors moi, je voudrais rajouter 2-3 petites choses, même si on déborde. Tout d'abord, le but de l'émission, c'était de présenter la chaire économie sociale et solidaire de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Il y a bien évidemment un site internet qui est www.u-pem.fr/chaire-économie-sociale-solidaire. Préciser que M. De Falvar a sorti aux éditions de l'atelier La révolution de l'économie en 10 leçons. Et je ne peux pas m'empêcher de vous citer quelques titres de ces leçons. Donc la leçon numéro 1, c'est « L'économie n'est pas une science naturelle ». Le marché, leçon numéro 2, n'est pas le seul monde. L'intérêt n'est pas la seule raison d'agir. Les biens privés ne sont pas tout. Je vais tous vous les citer parce que je les adore. Donc il y a le travail n'est pas l'égal du capital. Le profit n'est pas le seul mode d'entreprendre. Après, les meilleurs sont à venir. L'efficacité n'est pas le seul critère de jugement. La croissance ne fait pas le bonheur. La croissance ne fait pas le bonheur. Les pauvres ne sont pas des feignants. Les pauvres ne sont pas des feignants. La monnaie n'est jamais neutre. Et enfin, non, c'était le dernier. Voilà, donc je vous recommande son livre, La révolution de l'économie en 10 leçons. Notre programmation spéciale ESS continue. On vous a montré 2 extraits de 2 très jolis films qui sont Osons l'égalité et l'égalité par les livres. Tout de suite, les films dans leur intégralité. Merci et à bientôt.